Bienvenue à l'atelier essentiel de la micro-entreprise. Donc je me présente, je m'appelle Émilie Legal. Je suis chargée de développement économique au sein de la Chambre de métiers de l'artisanat de Bretagne. Et je serai du coup avec ma collègue Sylvie, qui elle représente la Maison des professions libérales. Juste en introduction, avant de venir sur l'essentiel de la micro-entreprise, présentation de nos structures. Donc la Chambre de métiers de l'artisanat de Bretagne accompagne les artisans à tous les stades de vie de leur entreprise. Donc aussi bien en création, reprise, développement et transmission. Et pour ce faire, du coup, on a différents conseillers qui vous accompagnent, aussi bien des conseillers économiques, qui moi je suis, qui vous aident à structurer le projet, à rechercher des financements, des conseils en juridique, fiscal et social. On a des conseillers plus spécialisés en numérique, dont l'objectif est d'accompagner les artisans justement à la transition numérique et la mise en place de solutions numériques pour l'entreprise. Nous avons aussi des conseillers environnement qui accompagnent sur les transitions environnementales du coup des entreprises artisanales, des conseillers formation, des formations aussi bien transversales que métiers, et des formalismes qui vous accompagnent aux formalités d'entreprise, à l'immatriculation, les modifications et radiations. Et du coup, je vais laisser Sylvie se présenter. Bonjour, donc moi Sylvie Communier, je suis formatrice à la Maison des professions libérales du Grand Ouest. La Maison des professions libérales du Grand Ouest est un organisme de formation qui accompagne uniquement les professions libérales. Alors les professions libérales, c'est large, hein. Ça va du médecin, kiné, infirmier, jusqu'au métier du bien-être. Donc on a beaucoup de métiers. Nous organisons des formations pour accompagner ces personnes en création et bien au-delà, puisqu'on les accompagne aussi, nous, jusqu'à la fin de leur activité, si toutefois on arrive à la retraite. Et donc, effectivement, nous sommes le leader sur les professions libérales pour l'accompagnement aussi des micro-entrepreneurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là, pour vous présenter aussi ce qu'est la micro-entreprise. Donc nous avons une journée d'information sur le régime du micro pour les professions libérales, bien sûr, et ensuite un accompagnement de 4 jours sur études de marché, prévisionnelles et la communication. Toutes ces journées sont prises en charge par le fonds de formation des libéraux qui s'appelle le FIFPL. Donc vous avez gratuitement un accompagnement de 5 jours. Ce qui est quand même plutôt très confortable. Et par la suite, on va vous accompagner aussi sur des formations très transversales tout au long de votre carrière professionnelle. Donc voilà pour nos activités. Donc le but, c'est de vous sensibiliser, de vous aider, de vous former. Et on fait aussi de l'accompagnement individuel, si vous le souhaitez. Alors pour la micro-entreprise, donc on va vous expliquer un petit peu, très rapidement évidemment, les spécificités et le fonctionnement d'une micro-entreprise. Alors ce qu'il faut savoir avant tout, que la micro-entreprise, c'est pas un métier, hein, c'est une structure entrepreneuriale. Et donc quand vous êtes micro-entrepreneur, vous êtes une entreprise. Hein. Donc qui dit entreprise dit qu'effectivement vous avez une forme juridique qui n'est pas une forme société, mais l'entreprise individuelle. D'accord ? Donc vous serez en entreprise individuelle si vous êtes micro-entrepreneur. Sachez que le régime fiscal et social, c'est la micro-entreprise. Mais ce n'est pas un statut juridique, la micro-entreprise. D'accord ? Vous êtes entreprise individuelle au même titre qu'un kiné, une infirmière. Vous êtes une entreprise individuelle, à part entière. Donc comme toute entreprise, il va falloir développer votre activité, avoir des clients, être rentable. Sinon, pas d'intérêt d'avoir une entreprise si on n'en vit pas. Hein. Donc, c'est d'être rentable. Et évidemment, il faut bien la gérer. C'est pour ça aussi que nos structures, que ce soit la CCI, la CMA ou la Maison des professions libérales, nous sommes là pour vous accompagner aussi, pour vous aider à gérer le mieux possible votre entreprise. On vous donnera les outils, évidemment, on ne fera pas pour vous. Hein. On vous donnera les outils, les clés de la réussite, j'espère. Hein, donc, vous avez évidemment les mêmes règles que toute entreprise. Vous devez respecter le droit, évidemment. Et vous aurez à payer des cotisations sociales. Et vous aurez évidemment des impôts à payer si votre activité se développe. Alors, au niveau des conditions, le régime est ouvert à tous les publics en tant qu'activité principale ou complémentaire. Il est possible d'exercer toute activité avec possibilité d'exercer des activités distinctes, sauf
je vais citer après. Alors, quand on parle d'activité distincte, moi, demain, je peux très bien avoir mon food truck pizza micro-entreprise et je peux très bien faire de l'entretien de jardin. Deux activités bien distinctes. On peut avoir qu'une seule micro-entreprise par personne, mais plusieurs activités possibles. Sauf dans plusieurs cas, notamment toutes les activités qui sont rattachées au régime de la MSA, au niveau de la sécurité sociale agricole, qui, eux, ont un dispositif un peu particulier qui s'appelle le micro-BA, micro-bénéfice agricole. On a toutes les professions libérales réglementées, qui ne relèvent pas de la caisse de retraite de la CIPAV. On a toutes les activités relevant de la TVA immobilière, les activités artistiques qui relèvent de la maison des artistes ou de l'association AGESA, les activités de dirigeants majoritaires d'entreprises, c'est-à-dire un gérant majoritaire d'une SARL ne peut pas être en même temps micro-entreprise. Par contre, un gérant minoritaire peut également du coup être en micro-entreprise. Le cumul d'activités est tout à fait possible. Le cumul d'activités de travailleurs indépendants non salariés déjà immatriculés relevant de l'URSSAF, donc qui est l'organisme qui recouvre les cotisations sociales, n'est pas aussi éligible au cumul entre les micro-entreprises et le travailleur indépendant qui relève de l'URSSAF. En fait, tout simplement parce que l'URSSAF ne sait pas gérer les deux régimes. C'est compliqué. On peut donner un exemple. Par exemple, une infirmière libérale qui est déjà travailleur non salarié, TNS, c'est le jargon de l'URSSAF, le travailleur non salarié. Par exemple, une infirmière libérale ne peut pas créer en parallèle une micro-entreprise pour faire, par exemple, de la sophrologie. C'est pas possible. En revanche, elle peut être infirmière libérale sous condition que effectivement l'ordre l'accepte. Elle peut être infirmière libérale et avoir une activité de sophrologue à l'intérieur de sa première activité. D'accord ? Mais on ne peut pas créer deux structures, donc comme tu viens de le dire, une entreprise par personne physique. Sauf si vous êtes en société, salarié dans une société, vous pourriez avoir une micro à côté. Mais on ne peut pas créer deux micro-entreprises. Si on a plusieurs activités, elles doivent se faire dans la même entreprise. Ça, c'est important, parce que souvent, c'est cette question qui nous est posée, de savoir, est-ce que je peux créer une micro-entreprise alors que je suis, je ne sais pas moi, chirurgien-dentiste, par exemple. Je dis n'importe quoi, parce que ce n'est jamais le cas, mais voilà. Donc, il faut faire attention à ne pas se tromper là-dessus. Et notamment, il y a d'autres aussi conditions. Comme disait, une micro-entreprise est une entreprise qui doit respecter toutes les réglementations. Et du coup, certaines activités, pour s'installer, il nécessite soit une qualification de type CAP, ça va être le cas notamment pour beaucoup d'artisans, notamment du bâtiment ou de l'entreprise alimentaire classique, qui, pour s'installer, il faut soit un CAP, niveau CAP minimum, ou 3 ans d'exercice, 3 ans d'activité salariée dans les secteurs dans lequel on souhaite s'installer pour pouvoir s'immatriculer. Ou embaucher quelqu'un, un salarié en CDI qui a soit la qualification, soit l'expérience professionnelle. Un micro-entrepreneur peut avoir tout type de clients, aussi bien des particuliers, des professionnels que des collectivités. On est seul, il n'y a pas d'associé, mais le statut de conjoint collaborateur est possible. Si votre conjoint veut participer à l'activité, c'est tout à fait possible. Avoir du coup un statut de conjoint collaborateur. Attention, je dirais juste une petite alerte, attention au coût que ça génère, parce que ça génère aussi des cotisations sociales supplémentaires. Donc ça, voilà, à se renseigner aussi par la suite. Un micro-entrepreneur, au niveau de la réglementation, peut tout à fait embaucher, y compris des apprentis et des stagiaires. Et là aussi, je mettrai une alerte, une grosse alerte, attention au coût. Parce qu'une micro-entreprise ne peut pas déduire ses charges. On verra tout à l'heure que le principe des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu sont calculés directement sur un chiffre d'affaires encaissé. Toutes les charges ne sont pas déductibles. Donc si on embauche, on se retrouve à payer des charges sur notre chiffre d'affaires et sur le salarié. Donc attention. Pourquoi pas occasionnellement. Moi, ça m'arrive déjà, par exemple, sur des personnes qui font de l'événementiel ponctuel sur un week-end, qui ont besoin d'un salarié ponctuel sur une journée ou deux. Ça arrive, mais attention derrière à bien surveiller vos charges. Et une micro-entreprise peut très bien avoir un nom commercial sous réserve de la disponibilité de l'INPI. L'INPI, peut-être certains connaissent, est surtout connu pour un moment pour l'immatriculation de la micro-entreprise. Mais l'INPI aussi gère ce qu'on appelle les protections intellectuelles et notamment les noms commerciaux.
Donc avant de prendre un nom d'une entreprise, il faut vérifier sur le site de l'INPI si ce nom n'est pas déposé, au risque du coup d'avoir des poursuites si on prend quand même le nom. Donc du coup, il y a quand même des conditions, il faut bien se renseigner au niveau des qualifications, les réglementations, parce qu'aussi on ne fait pas n'importe quoi. Et voilà, et il faut faire attention du coup, pas d'associés. S'il y a deux micros qui travaillent ensemble sur la même activité, il y a un risque de société de fait. C'est-à-dire qu'en gros, les micros sont requalifiés en société, en cas de contrôle. Mais ça, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous aussi pour qu'on vous explique tout ce qu'il y a derrière. Là, le principe, c'est de vous donner des alertes. Attention, voilà dessus. Et du coup, je parlais de chiffre d'affaires. Alors, pour le chiffre d'affaires, pour rester micro, il y a des limites. En fait, il y a des limites dans les activités, comme on le disait tout à l'heure, mais il y a aussi des limites dans les chiffres d'affaires. Pour une année, vous ne devez pas dépasser un chiffre annuel maximum de 188 700 € quand vous faites de l'achat-revente. Donc, vous êtes commerçant. Si vous faites des activités de service, ce qui est le cas pour les libéraux, mais pas que, les activités de service, le chiffre d'affaires annuel maxi est de 77 700. Alors, c'est sur 2 années consécutives. Hein, il faut respecter ces seuils sur 2 années consécutives. Et le dernier cas, c'est dans le cas des activités dites mixtes. Comme on vous a dit tout de suite, on peut avoir 2 activités dans la même micro. Vous pourriez être, par exemple, faire des pizzas sur la place de l'église et à côté de ça, d'être sophrologue. Pourquoi pas? 2 activités. Une qui est prestation de service, l'autre qui est plutôt achat-revente, par exemple. Donc, dans ces cas-là, vous allez avoir 2 seuils à respecter. Le premier qui est un total annuel de 188 700, voilà, 188 700 au total, dont à l'intérieur, ne pas dépasser pour les prestations de services, donc par exemple la sophrologie, les 77 700. Donc on est obligé de respecter ces doubles seuils. Hein, c'est particulier, mais bon, si vous avez une activité mixte, on sera là pour vous réexpliquer tout ça, parce que c'est un peu plus complexe, à vrai dire. C'est possible aussi, d'un point de vue artisanal, d'avoir aussi, sans d'avoir d'activité distincte, par exemple, une couturière. La couture, la réparation est du coup une prestation de service. Mais si à côté, elle fabrique aussi des vêtements, on sera dans l'achat-revente, fabrication. C'est ça, l'achat-revente, fabrication. Là, si vous avez des doutes, je sais que certaines activités, c'est pas évident, n'hésitez pas à revenir vers nous aussi, savoir dans quelle case je suis et dans quel plafond je suis pour éviter du coup voilà, de dépasser. Et je précise aussi que ces seuils sont au prorata de l'année civile. Si on s'installe en janvier, c'est ces seuils-là. Par contre, si je m'installe en juillet, il faut faire le prorata de 188 700 sur du coup 6 mois restants, dans mon exemple. C'est vraiment au prorata de l'année civile, en fonction de... Alors, du coup, on a vu le seuil maximum. Nous avons aussi des seuils intermédiaires de franchise de TVA. Un micro-entreprise est de par nature, ne s'occupe pas de la TVA. Le mécanisme de TVA, elle ne collecte pas la TVA à ses clients, elle ne déduit pas sa TVA à ses fournisseurs. Donc elle est en franchise de TVA, jusqu'à certains seuils, notamment pour les prestations de services. Alors, voilà, je précise, donc nous avons des changements au 1er janvier 2025. C'est pour ça qu'on vous a mis les 2 taux. Actuellement, la TVA a un seuil de 36 800 € pour les prestations de services. Au 1er janvier, elle passe à 37 500. Pour les achats, reventes, production, fabrication, on a actuellement un taux de seuil de TVA, un montant de TVA de seuil à 91 900. Lui, il passe à 85 000 € au 1er janvier. Il baisse. C'est une harmonisation européenne. Donc voilà. Donc ça, c'est le principe. Donc de 0 € à... je suis une activité de prestation de service. De 0 € à 37 500, je vais prendre directement le nouveau seuil. Je ne suis pas assujettie à TVA. Par contre, après, si je dépasse ce seuil, je pourrais être assujettie à TVA. Donc du coup, je dois avoir un numéro d'un TVA intracommunautaire et collecter la TVA vis-à-vis de mes clients.
Si certains le souhaitent, on peut être assujetti à TVA dès le démarrage. Donc c'est une option à demander du coup aux impôts, d'être assujetti à TVA dès le démarrage. Dans certains cas, ça peut être, ça peut être utile. Donc on a deux seuils, un seuil de TVA et un seuil maximum de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a un petit seuil de tolérance, on ne vous en a pas parlé parce qu'on ne va pas aller dans le détail, comme je vous ai dit, on va brosser rapidement. Hein. Et puis il y a une alerte, moi je le rencontre beaucoup chez nos professions libérales, surtout dans les métiers du bien-être, où les personnes qui font du bien-être souvent travaillent beaucoup avec des particuliers. Et il faut faire très attention parce que si vous n'augmentez pas vos tarifs, si vous dépassez le seuil de 37 500, eh bien vous allez gagner, entre guillemets, 20% de moins, parce que la TVA c'est 20%. Donc, c'est toujours une petite problématique parce que, effectivement, si vous augmentez votre tarif, on va prendre un exemple, votre soin est à 50 €. Si vous dépassez les 37 500, eh bien, quand vous allez dépasser ce seuil de TVA, soit vous augmentez vos tarifs à 60 € pour gagner toujours 50 € pour vous, sinon, effectivement, vous allez perdre du revenu. Parce que vous allez, effectivement, redonner sur 50 € la TVA à l'État. Donc, si votre chiffre d'affaires reste dans la frontière des 40 000 €, faites attention parce que votre activité sera certainement moins rentable, sauf si vous augmentez vos tarifs. Donc ça, c'est une alerte. Faites attention à ça. Donc, dans nos formations, on l'explique dans le détail parce que c'est souvent un piège pour certains quand on travaille qu'avec des particuliers. Si vous travaillez avec des entreprises, les entreprises s'en fichent à la rigueur que vous ajoutiez 20%, puisque elles, les entreprises privées, sont en général à la TVA et récupèrent la TVA sur votre facture. Donc c'est une petite précision que je voulais juste vous apporter là-dessus. Donc on a précisé aussi au début que du coup une micro-entreprise était une entreprise et que du coup elle allait aussi avoir des cotisations sociales à payer. Ces cotisations sociales, donc un micro-entrepreneur est un statut qu'on appelle, comme on a appelé tout à l'heure, TNS, donc travailleur non salarié. Donc, il cotise pour sa propre protection sociale, aussi bien de la famille, de la maladie que de la retraite. Donc, vous allez avoir une protection sociale en tant que micro-entrepreneur. Juste attention aussi, une petite alerte. Les cotisations sociales sont calculées directement sur votre chiffre d'affaires. S'il n'y a pas de chiffre d'affaires, il y a peu ou pas de cotisations sociales et donc peu ou pas de protection sociale. Donc, attention aussi, vous, derrière, là-dessus. Et ce qui permet du coup... Les cotisations sociales sont directement calculées sur votre chiffre d'affaires. Vous aurez le choix de les faire soit tous les mois ou soit tous les trimestres. Après là-dessus, si vous êtes demandeur d'emploi indemnisé par France Travail, un conseil, prenez les déclarations mensuelles. Ce qui permettra de justifier du coup un revenu et d'avoir du coup votre ARE, on va dire, à taux plein directement. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé tout à l'heure, tous les demandeurs d'emploi qui touchent des ARE garderont le bénéfice partiel de leurs ARE, puisque, enfin ça dépend des situations, mais en règle générale, il y a un abattement. Vous n'allez pas conserver vos ARE à taux plein, mais vous aurez un abattement comme si vous repreniez un CDD, donc de la même manière. Donc c'est cumulable, la micro-entreprise, avec effectivement le statut de demandeur d'emploi. Vous restez demandeur d'emploi si vous le souhaitez. Et les cotisations, votre déclaration de chiffre d'affaires à faire à l'URSSAF se fait sur le site qu'on vous a indiqué, donc autoentrepreneur.ursaf.fr. C'est un site assez intuitif, vous vous créez un compte et tous les mois, vous déclarez votre chiffre d'affaires. Les calculs se font automatiquement. Si vous avez enregistré votre RIB au préalable, vous appuyez sur « Je paie mes cotisations ». C'est assez simple, intuitif. En moins de 5 minutes, c'est fait. Si du coup, vous avez bien créé votre compte, enregistré votre RIB, etc. Le principe de la micro-entreprise, si je n'ai pas d'activité, je n'ai pas de cotisation sociale. Pas de chiffre d'affaires, pas de cotisation. Par contre, il est nécessaire quand même de faire une déclaration à l'URSSAF à 0. On posera les questions peut-être en fin. Voilà. Gardez vos questions en tête. Donc pas de chiffre d'affaires, je fais ma déclaration aux URSSAF à 0. S'il manque une déclaration, vous risquez une amende, je crois, de 35 € par déclaration non faite. Il n'est pas appliqué, mais bon. Voilà. Mais voilà.
Et donc, du coup, si pas de chiffre d'affaires, il y a aussi, il n'y a pas la notion de rattrapage n'existe pas par rapport à une société ou une entreprise individuelle au réel. La notion de rattrapage n'existe pas. Donc, vous savez, au mois ou trimestre, votre gestion de trésorerie est facilitée. Vous savez, vous avez fait tant de chiffre d'affaires, les cotisations sociales vont représenter tant. Donc, du coup, tout se fait en niveau flux rentrant et sortant sur le compte, on va dire le mois ou au trimestre. Pas de mauvaise surprise. Il n'y a jamais de minimum comme en entreprise individuelle classique. Il y a toujours un minimum, même s'il n'y a pas de chiffre d'affaires ou un déficit. Là, il n'y a rien. Ça veut dire s'il n'y a rien, vous n'allez pas acquérir vos trimestres de retraite. Je ferme la parenthèse là-dessus, mais il faut être vigilant là-dessus. Il n'y a rien, attention aussi en cas d'arrêt de maladie. Les indemnités journalières sont calculées en fonction de vos cotisations sociales. Donc attention aussi là-dessus. Alors là, on va vous présenter tous les taux qui existent. Alors en 2024 et à partir du 1er janvier 2025, les activités libérales uniquement pour l'instant vont être effectivement soumises à une augmentation qui est hyper importante parce que nous allons encore avoir 1,5 point de plus en 2026. Alors pourquoi ces augmentations? C'est pour vous faire cotiser, si je puis dire, en libéral à la retraite complémentaire, parce que jusqu'à aujourd'hui, les professions libérales, enfin les prestations de services, n'avaient pas de cotisation pour la retraite complémentaire. Donc il n'y avait que de la retraite de base. Donc là, c'est pour ça qu'on a augmenté le taux, mais ça fait un peu mal parce que entre juillet 2024 et janvier 2026, il va y avoir 5% de plus. C'est énorme. Alors voici les taux. Donc pour les ventes et fabrications, c'est 12,30%. Pour les prestations de services artisanales, 21,20%. Et pour les activités libérales, 23,10 qui passera à 24,60. Alors tout n'est pas complet parce qu'il y a des activités libérales qui dépendent d'une caisse de retraite qui s'appelle la CIPAV. Donc j'en ai pas parlé, mais c'est pas tout à fait les mêmes taux. Donc la CIPAV, il y a qui est concerné sur les libéraux, les diététiciens, les psychologues, les psychomotriciens, les moniteurs de ski, qui ne nous intéressent pas forcément en Bretagne, mais voilà, les guides conférenciers. Donc on a quelques métiers effectivement qui dépendent encore de la CIPAV et les taux ne sont pas les mêmes. Pour info. Donc voilà, donc on reste bref, voici les taux. Ça veut dire que s'applique ce taux sur le chiffre d'affaires que vous avez encaissé dans le mois. Donc tous les mois, vous déclarez ce que vous avez encaissé. Alors je dis bien encaissé, hein, et vous allez avoir une cotisation qui sera prélevée dessus. Donc si le client n'a pas payé, vous ne payez pas de cotisation. Vous ne payez des cotisations qu'au moment où vous êtes payé. Donc en plus, vous voyez, c'est souple, c'est simple, et il n'y a aucun risque. Parce que pas de paiement, pas de cotisation. Par exemple, je fabrique des bijoux. J'ai fait 1 000 € de chiffre d'affaires. Donc, du coup, je suis en activité achat ou fabrication. Donc, 1 000 €, j'aurai 12,3% en fait de cotisation sociale. Donc, du coup, qui représente 123 € du coût de cotisation sociale pour 1 000 € encaissés. Vous voyez un peu le principe? C'est ça. Je suis de la prestation de service, j'ai encaissé 1 000 €. Là, j'aurai 212 € du coût de cotisation sociale. Oui, c'est ça. 212 € de cotisation sociale pour lié à mon activité. Donc c'est assez, enfin voilà, les calculs sont assez simples. Une fois payé, on va dire, on rembraye sur un autre mois. Tout est payé au niveau de l'URSSAF. Il n'y a pas de rattrapage. Alors les cotisations des artisans dans vente et fabrication, le taux est beaucoup moins élevé, comme vous le voyez, mais c'est normal parce que vous avez plus de charges et de dépenses. Et comme vous ne pouvez pas déduire vos dépenses, vous déclarez du chiffre d'affaires, c'est-à-dire ce que vous avez encaissé. Et comme vous avez plus de dépenses, c'est pour ça que le taux est moins élevé. C'est un peu logique, quoi. Hein. Alors, il faut savoir aussi, c'est quand même assez intéressant aussi d'être micro, dans le sens où vous avez le droit à une diminution de vos cotisations sociales pendant 4 trimestres civils, la première année. Donc, il y a des conditions, il y a plusieurs conditions, il y en a une dizaine, donc je ne vais pas toutes les énumérer, mais si vous êtes par exemple demandeur d'emploi indemnisé,
Si vous êtes encore demandeur d'emploi inscrit mais plus indemnisé, ça marche aussi. Il y a des conditions aussi sur les moins de 30 ans avec un handicap. Il y a plusieurs... mais les deux plus courants, c'est vraiment les demandeurs d'emploi. Et vous avez des cotisations complètement réduites à deux moitiés. Donc vos cotisations sont beaucoup moins élevées. Donc c'est un coup de pouce au démarrage. C'est quand même assez intéressant. Avec les mêmes protections sociales. Vous payez moins, mais vous êtes protégé de la même manière. Ça ne change rien. Donc, c'est quand même plutôt assez confort. Donc, voici les taux, 6,20, 10,60 et les libéraux à 11,55 qui vont passer, eux, à 12,30. Hein, donc, vous payez à peu près moitié moins de cotisation. Donc, c'est un avantage sur la première année, moins de charges. Par contre, attention la deuxième année, hein, parce que du coup, on double. Ah oui, mais c'est le coup de pouce. Hein. C'est comme pour la TVA, la franchise en base, vous n'avez pas de TVA, c'est un cadeau fiscal, hein, parce qu'effectivement, normalement, toute entreprise doit redonner 20% de son chiffre d'affaires à l'État. Donc la franchise en base, c'est là aussi encore un deuxième cadeau. Pour le démarrage, c'est quand même plutôt confortable. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez dépendre maintenant de l'impôt sur le revenu, parce qu'un micro-entrepreneur n'est pas une société. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes entreprise individuelle. Qui dit entreprise individuelle dit impôt sur le revenu et pas impôt sur les sociétés. Ça vous parle, l'impôt sur les sociétés, pour certains. L'IS, eh bien, on oublie, il n'y a pas d'IS, c'est l'impôt sur le revenu. Hein. Donc vous avez deux possibilités pour payer votre impôt. Soit vous ajoutez le montant de vos recettes à vos autres revenus du foyer fiscal, comme vous le faites quand vous faites votre déclaration d'impôt, vous déclarez vos salaires, et bien là, vous déclarez le montant de vos recettes. D'accord ? Donc, vous le déclarez sur votre feuille d'impôt avec les autres revenus du conjoint, s'il y a conjoint. D'accord ? C'est globalisé. Et ensuite, vous paierez votre impôt en fonction de vos tranches d'imposition avec le barème progressif de l'impôt. Mais il existe une autre possibilité qui est intéressante ou pas, parce que ça peut effectivement ne pas être intéressant, c'est ce qu'on appelle le versement libératoire. C'est un taux qui va être fixe et qui va être pris lors de votre déclaration à l'URSSAF. Quand vous allez déclarer votre chiffre d'affaires à l'URSSAF, on va vous prendre, effectivement, les taux sont peut-être marqués juste derrière. Non, même pas. Si, c'est plus tôt. Si, après. Donc, on va aller dans le détail, justement. Donc, première possibilité, soit l'impôt sur le barème progressif, comme je l'ai dit. Vous déclarez le montant global de vos recettes. En revanche, l'administration va vous enlever un abattement pour frais professionnels, puisque toute entreprise a des frais. Donc, effectivement, l'administration a prévu des abattements donc forfaitaires. Pour tout ce qui est commerce et production, comme vous avez beaucoup d'achats, le taux est plus avantageux, parce que vous avez un abattement de 71%, excusez-moi. Donc, vous êtes imposable uniquement sur 29% de votre chiffre d'affaires encaissé de l'année. Parce qu'il y a un abattement de 71, parce que vous avez beaucoup de dépenses. En revanche, pour les prestations de services, BIC, alors je vais juste préciser ce que veut dire BIC et BNC. BIC, bénéfices industriels et commerciaux, c'est pour les commerçants, les artisans, BIC, et les libéraux sont un BNC, bénéfices non commerciaux. Donc les BNC sont, eux, avec un abattement de 34% uniquement, si je puis dire, et eux, ils sont imposés sur 66% de leurs recettes encaissées. Alors CA veut dire chiffre d'affaires, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne déclare que ce que l'on a encaissé. C'est pour ça que moi j'utilise plutôt le terme de recettes encaissées au lieu d'utiliser le terme de chiffre d'affaires. Donc voilà pour l'impôt progressif. Donc ça, c'est le premier choix. Deuxième choix, vous pouvez prendre le versement libératoire. Attention, c'est sous condition. Tout le monde ne peut pas prendre le versement libératoire. Le versement libératoire, l'intérêt, c'est que vous ne vous souciez pas de votre imposition future, puisque vous allez payer en même temps vos cotisations sociales. En plus de vos cotisations sociales, vous aurez un taux de 1,7 pour les activités de services BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Pour les activités de revente, de fabrication ou d'hébergement, c'est 1% du chiffre d'affaires. Et pour les activités libérales, c'est plus important, c'est 2,2%. Ça veut dire que votre impôt est payé à la source au moment où vous cotisez. Donc c'est génial, comme ça vous vous dites, moi ce mois-ci j'ai payé mes cotisations, mon impôt, je n'ai plus aucune
cotisation, plus rien à payer. Et il n'y a jamais d'effet rétroactif, il n'y a jamais de régule. Donc ça peut être super intéressant. En revanche, tout le monde ne peut pas le prendre parce que vous devez vérifier que votre revenu fiscal de référence de N-2, alors on ne l'a pas ajouté d'ailleurs, c'est N-2, doit être inférieur à 27 478 €. Alors pour les chiffres de 2025, il faudra vérifier que votre revenu fiscal de référence pour 2025, c'est le revenu fiscal de 2023 sur votre feuille d'impôt de 2024. OK ? N-2. Donc pour 2025, c'est le revenu de 2023 qui est sur votre feuille d'impôt de 2024. Revenu fiscal de référence, 28 797 pour une part. Donc si vous êtes marié, vous multipliez par 2. Si vous avez par exemple 2 enfants, bah, vous avez 3 parts, vous multipliez par 3. Et si votre revenu fiscal de référence est au-delà de ce calcul-là, vous n'avez pas le droit de prendre le versement libératoire. C'est de la fraude fiscale. Moi, personnellement, j'en connais un qui s'est fait avoir. Hein. Il avait pris, il n'y avait plus le droit, parce que tous les ans, vous devez le revérifier et l'enlever si vous n'y avez plus le droit. Parce que la première année, vous pouvez être éligible. Mais si dans 3 ans, votre activité flambe ou que votre conjoint a un revenu qui explose et que vous n'avez plus le droit, il faut l'enlever. Sinon, c'est de la fraude fiscale. Donc, c'est très... Voilà. Et autre chose, attention, comme je vous disais, il n'y a pas de régule. Si vous n'êtes pas imposable, ne le prenez pas parce que vous allez payer de l'impôt à tort. Et ce n'est pas remboursé. Donc, il faut être sûr de son calcul. Voilà, je n'en dis pas plus parce qu'on pourrait y rester un peu plus longtemps, mais personnellement, il faut vérifier. Alors, c'est souvent valable. Moi, je sais que je l'ai conseillé à quelques personnes qui étaient éligibles. Ça ne dépassait pas les seuils. Et la personne était sûre de faire 60 000 € de recettes dès le départ. Bah, je peux vous dire que c'est un super gain, parce que si vous faites le calcul de 2,2 de 60 000 € ou que vous regardez la tranche d'imposition, je ne sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais il devait gagner, je ne sais plus, 7 ou 8 000 € d'économie d'impôt. Donc, ce qui n'est pas négligeable. Sauf que ce cher monsieur, pour la petite histoire, il y avait le droit la première année, sauf qu'il a gardé cet avantage, il fait tout le temps à peu près 60-70 000 € de recettes. Il n'y avait plus le droit au bout de quelques années, il l'a laissé. Et il a eu contrôle fiscal. Voilà. Donc je ne dis que ça, mais soyez hyper vigilants sur ce versement libératoire. Vous n'y avez peut-être pas le droit. Et attention, on regarde tous les ans. Il faut vérifier tous les ans si vous êtes éligible. Alors, au niveau de l'organisation administrative et comptable, une micro-entreprise, on va dire, a un fonctionnement un peu plus simplifié qu'une entreprise classique. Vous n'avez pas de comptabilité pure et dure à réaliser. Vous avez juste l'obligation de faire ce qu'on appelle, de tenir un registre des achats et des recettes. Okay. Donc, en gros, on garde bien toutes ces factures que l'on paye à nos fournisseurs, s'il y a fournisseurs, et on garde bien toutes les factures aussi qu'on émet aux clients. Donc, en fonction des activités, donc obligation de faire des factures, ça c'est sûr. Et parfois, certaines activités, notamment dans le bâtiment, il faut faire un devis de bâtiment ou réparation. Il y a l'obligation d'ouvrir un compte bancaire dédié à l'entreprise, à la micro-entreprise, si votre chiffre d'affaires annuel est supérieur à 10 000 € sur 2 années consécutives. Donc, obligation en fait de séparer les comptes bancaires personnels et professionnels si votre chiffre d'affaires est supérieur à 10 000 € sur 2 années consécutives. Personnellement, moi, je conseille dès le début de bien séparer les choses. Ça vous permet du coup de voir ce qui rentre, ce qui sort, les charges de l'entreprise, que même si on ne les compte pas, elles sont très importantes à vérifier, voir si je suis rentable ou pas, et savoir si je suis bien encore dans le statut de micro-entreprise. Donc, séparer les choses dès le début. Voilà. Et bien sûr, respectez bien les obligations d'assurance professionnelle en fonction des activités exercées. La responsabilité civile professionnelle est obligatoire pour toute activité. Alors, je parle bien de responsabilité civile professionnelle. Vous en avez une à titre personnel via votre assurance habitation en général. Il faut bien souscrire une assurance professionnelle. Et j'insiste aussi pour les métiers du bâtiment, la décennale. Une décennale, en fait, ça garantit c'est une garantie d'assurance pour les clients
sur 10 ans. Elle est obligatoire en micro-entreprise. Trop de micro-entrepreneurs ne l'ont pas, malheureusement. Mais ça leur risque et périls. On est vraiment sur les mêmes règles de fonctionnement qu'une entreprise classique. Donc l'ouverture d'un compte, obligation de faire des factures et des devis en fonction de vos activités. La tenue d'une comptabilité n'est pas obligatoire, donc pas de comptable. Par contre, registre des achats et des recettes et obligation d'assurance. Et une petite, du coup, quand même, la dernière slide qu'on a choisi de vous présenter, c'est l'accompagnement. La micro-entreprise, on entend beaucoup de choses. C'est simple, c'est facile, en 2 clics, tu t'immatricules via le site de l'INPI. Si la personne qui a réussi à s'immatriculer sur le site de l'INPI en 2 clics, je l'invite à venir me voir sur le stand de la Chambre de métier. Ce n'est pas si facile. Attention, n'écoutez pas. Alors, je veux dire, les règles sont simplifiées, mais il faut connaître les règles. N'hésitez pas à vous faire accompagner, ne restez pas seul. On prépare un projet, il y a une notion de charge, de recette, de rentabilité. Il faut connaître ses clients. Si vous ouvrez une micro-entreprise et que vous n'avez pas de marché, pas de clients, trop de concurrence, prix pas adapté, une communication inexistante, voilà, quel est l'intérêt? Donc tout ça, en fait, ça se prépare comme une entreprise classique. Il ne faut pas aussi hésiter à se former, faire du réseau, aussi bien sur la micro-entreprise, mais par exemple sur comment déterminer un coût de revient, comment je détermine mes prix. Enfin, il ne faut pas hésiter à se former, s'entourer, d'échanger aussi sur votre projet sur des clients potentiels, des partenaires, du réseau, des gens autour de vous. Plus vous en parlerez, plus du coup il se structurera de lui-même. Et surtout aussi bien évaluer vos besoins d'investissement, parce que c'est vrai, on n'a pas parlé de ça encore, d'investissement au démarrage. Qu'est-ce que je dois acheter pour démarrer ma micro-entreprise? Certaines activités nécessiteront pas d'investissement, mais d'autres nécessitent des investissements. Donc il faut bien les évaluer au début pour bien commencer dans des conditions sereines. Et pensez aussi à votre trésorerie. La trésorerie, c'est l'argent qu'il y a sur le compte bancaire quand je démarre mon activité. Certaines activités ne nécessitent pas forcément beaucoup de trésorerie, mais d'autres, oui. La trésorerie sert de matelas de sécurité entre vos charges et ce qui rentre, les recettes. Et en fonction de vos activités, il y a des décalages entre ce qui rentre et ce qui sort. Donc voilà, c'est un projet comme un autre. Donc on vous invite du coup à revenir vers nous sur des stands, aussi bien pour les professions libérales, les artisans ou la chambre de commerce, pour justement échanger, vous faire accompagner sur votre projet. Moi je récupère trop d'artisans qui ont voulu faire vite, qui s'immatriculent sur l'INPI, où ils se retrouvent en profession libérale d'ailleurs, en fonction mal déclarée, et qui reviennent vers nous au bout de 3, même plus 6 mois, parfois 1 an, en disant « Ah, j'ai fait trop vite, j'ai tout fait à l'envers, on reprend à zéro ». Donc c'est vraiment essentiel dessus. C'est vraiment le message que je veux vous faire passer. Faites-vous accompagner, restez pas seul. Très beau message, je suis tout à fait d'accord, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup, et quand il faut récupérer les bêtises qui ont été faites, c'est plus compliqué. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, donc on est tous dans le même coin là-bas, à droite, là. Donc vous venez nous voir sur nos stands et on vous accompagnera, surtout qu'on a tous des formations pour vous accompagner, donc n'hésitez pas. Alors on va passer, si vous le voulez bien, aux questions-réponses. Et puis, parce qu'on a encore du temps, donc on va effectivement vous passer le micro si vous voulez poser les questions. Et on va essayer d'y répondre. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Est-ce qu'il est possible de revisionner votre diaporama comme... Oui. Alors normalement, il a été enregistré et théoriquement, tous les diapos de toutes les conférences sont en replay si vous le souhaitez. D'accord. Alors, on a parlé tout à l'heure de payer des cotisations sociales ou pas. Et j'avais cru noter dans un coin de mon cerveau que la CSE, même si on ne dégageait pas de recettes ou de chiffre d'affaires, on devait payer des cotisations sociales, comme... Non, alors je pense, ça me fait penser à quelque chose, je pense que vous parlez de la cotisation foncière des entreprises, la CFE. Ah bah alors j'ai mal noté, c'est CFE. Ouais, alors il existe un impôt, on n'en a pas parlé du tout, il existe un impôt que doit payer toute personne qui a un numéro de siret, que vous soyez loueur meublé, que vous soyez en société, peu importe, tout numéro de siret doit
payer une cotisation foncière des entreprises. Mais depuis 2017 ou 2017, la cotisation foncière des entreprises n'est plus due par les très petites entreprises. Si vous avez moins de 5 000 € de recettes annuelles, il n'y a plus de CFE. Donc quelqu'un, par exemple un étudiant, peu importe, qui a une petite activité libérale ou artisanale, peu importe, hein, une petite activité complémentaire à moins de 5 000 € annuels, on ne paye plus rien. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, il y a vos collègues experts comptables et avocats qui viennent de nous dire l'inverse il y a 10 minutes. Eh bien, j'irai les voir, je suis sûre de moi. La preuve, je suis en parallèle, je suis micro-entrepreneur depuis 6 ans. Je suis micro-entrepreneur et je ne paye plus de CFE. Alors qu'avant, j'étais en libéral de droit commun, je payais une CFE et j'en paye plus parce que j'ai moins de 5 000 € annuels. Alors ça, je suis sûre et certaine. Hein. Il existe aussi certaines activités où vous êtes exonérés. Les taxis ne payent pas de CFE, par exemple. Après, il faudrait regarder les sages-femmes. Enfin, il y a quelques activités au niveau artisanal où on peut être exonéré. Donc, du coup, il faudra revoir la liste des exonérations. Mais voilà. Le micro est... oui, monsieur a une question. Alors, il y a une chose aussi par rapport à l'accompagnement, je voulais juste préciser quelque chose parce que tu l'as bien dit tout à l'heure. Attention, le statut du micro-entrepreneur n'est pas forcément adapté à tout le monde. Hein, il faut faire attention parce que moi, je vois bien en formation, quand je fais le parcours du prévisionnel, on a des personnes qui ont beaucoup de dépenses, un local, du matériel, etc. Attention, le régime micro est bien adapté pour les entreprises qui ont peu de dépenses et qui veulent déjà démarrer. C'est bien pour démarrer parce qu'il n'y a aucun risque. En revanche, effectivement, il faut se poser la question au moins une fois par an, est-ce que le statut du micro est toujours adapté ? Est-ce que je n'ai pas intérêt de passer en entreprise individuelle ou en société, pourquoi pas ? Donc faites bien attention de ne pas rester non plus dans ce régime toute votre carrière. Ce n'est peut-être pas adapté. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Donc voilà, c'est un peu une réponse de Normand, mais faites le calcul. Donc, c'est court. 2 choses. J'étais en micro-entreprise à 8 ans et il y avait l'histoire, c'était en chauffeur VTC, il fallait payer ce qu'on appelait un truc de local, je sais pas quoi là. Moi j'ai pas de local en fin de compte, il fallait payer, je sais plus trop ce que c'était. Ça devait être la CFE pour le local. D'accord. Enfin, alors oui, parce que ça c'est important. Plus, ça. Alors si, la cotisation foncière des entreprises, c'est une taxe qui est un petit peu comme la taxe foncière ou la taxe d'habitation pour ceux qui ont connu. C'est une cotisation qui est calculée sur le local professionnel. Qu'on a, si on a un bail avec un local professionnel, on paye une CFE. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on n'a pas de local professionnel, on paye la CFE sur son domicile. Alors, on met une petite surface pour ne pas payer. Voilà, on va déclarer, par exemple, 5-10 mètres carrés, peu importe, sur son habitation, et on paye une CFE. Sauf si on a moins de 5 000 €. Mais tout le monde en paye une. Et j'ai la deuxième question. Est-ce que vous pourriez nous conseiller un outil pour les devis et les factures ? Quelque chose de simple. Alors, il y en a... En micro-entreprise, je ne sais pas trop. Ben voilà, il y a... moi, mon petit préféré gratuit, c'est ABBY. ABBY. C'est sur Internet, ça ? Ouais. Tous les logiciels sont en ligne maintenant. Hein. Il y a toutes les mentions obligatoires sur les factures. Oui, il y a ABBY, il y a Henri, qui est très connu aussi, EN2RI. Je vois, il y a des gens qui l'utilisent. Henri. Simple d'utilisation. Ah oui. Oh, ouais, je vous confirme. Okay. Enfin, moi, je trouve qu'il y a MyAE, MYAE. Henri, ok. Et on peut les envoyer directement au client, quoi. Comment ça se passe ? Oui, tu peux. Oui. On peut télécharger, l'envoyer par mail. Ouais. Alors sinon, nous, à la Maison des professions libérales, on en commercialise un aussi, mais qui est spécifique aux libéraux, qui s'appelle Lara, mais c'est pour les libéraux, et qui fait aussi la compta. Alors que les logiciels dont on vient parler, ce sont des logiciels gratuits, devis, facture, et qui ne font pas de compta. Si vous voulez aller plus loin, vous devrez payer. Donc la version de base est gratuite, mais après c'est payant. Après aussi, il existe des logiciels de devis-facture en fonction de vos activités. Enfin, il y a des choses un peu plus spécifiques. Je sais que moi, pour les esthéticiennes et les coiffeuses, il y a des choses plus spécifiques. Mais si on veut rester dans le général, moi, c'est vrai que c'est MyAE, Henri et le ABBY. Après, voilà, il existe des choses un peu plus spécifiques en fonction des activités.
Je voudrais rebondir sur la question de la CFE. Donc, évidemment, moi aussi, j'étais tout à l'heure à l'atelier Village Conseil, Oui. où ils ont bien dit qu'au minimum, on payait 250 à 300 euros chaque année, même si on n'avait rien. Ah bah j'irai les déclaré. voir. Hein. Je sais Voilà. pas qui c'était. Non. Il faut que je retrouve Voilà. les intervenants et j'irai leur voir. Voilà. Mais par contre, moi, ce que je voulais savoir, c'est si on est vraiment dans le cas d'un chiffre d'affaires inférieur à 5 000 euros, est-ce que donc la taxe n'est pas du tout envoyée ou il faut quand même faire la réclamation à quelqu'un pour Non, prouver alors ce qu'on que a- vous allez faire, moi perso, mon avis d'imposition est toujours en ligne et quand j'y vais, c'est marqué 0. Il y a un D'accord. avis d'imposition qui existe, mais à 0. Il n'y a rien à faire, aucune démarche. Mais s'il n'est pas à 0 et Ah, qu'on vous nous- réclamez Voilà. Ah Mais ouais, si auprès, vous- de, ah oui. auprès de qui il faut le faire des et à- impôts sur la partie impôt.gouv professionnel. professionnel. C'est le seul qui est sur impôt.gouv. Et pro. on doit justifier par quel document Bah, en fait par votre déclaration de chiffre d'affaires de l'URSSAF qui prouve que vous avez D'accord. moins de 5. Et votre feuille d'impôt sur lequel c'est marqué. D'accord. Ok. Hein. Très bien. C'est sur le chiffre d'affaires de N-2. Et quand on n'a pas de N-2, c'est N-1 pour le 5 000 euros. D'accord. Ok. Mais je vais aller rectifier. Alors, je peux comprendre parce que les experts comptables, ils n'ont pas de clients qui ne payent pas de CFE, pratiquement, parce qu'ils ont tous. Quand quelqu'un fait appel à un expert comptable, c'est qu'ils ont des chiffres d'affaires de plus de 5 000 euros. Et ils ont fait l'explication avec la surface Oui, du oui, local tout à fait. commercial. Ouais, ouais. C'est pour ça. Mais c'est parce qu'effectivement, eux, ils n'ont jamais de clients à moins de 5 000 euros, enfin rarement. D'accord. Ok. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pensé. Ouais, alors une dernière question, parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive là. Donc, qui a une question? Je crois que monsieur avait une question. Ah oui, madame, bah, on va prendre les 2 dernières questions. Bon, vous allez venir me voir. Allez-y, Non, madame. moi, ma question, c'était, j'ai du mal à bien voir la différence entre service, prestation de service et libéral. Quand on est dans le conseil, par exemple, et la formation, on se situe où? C'est du profession libérale, c'est du service profession libérale. Ouais, vous êtes dans les professions de service. Après, la distinction, ça dépend vraiment de vos activités. Il faut revenir vers nous et on vous dira si c'est libéral, commercial ou artisanal, ou parfois aussi agricole. Il faut revenir. Bonjour, j'ai une question concernant le versement libératoire. Vous dites que c'est le revenu fiscal de N-2 qui est pris en compte, mais les parts, du coup, c'est aussi du revenu N-2 ou les parts actuelles? Tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est un peu comme la CAF et compagnie où à l'époque on revient, donc ça n'a pas beaucoup de sens, mais oui, c'est comme ça. Vous prenez votre feuille d'impôt de N-2. D'accord, même si la famille a évolué, du coup, les Exactement. parts restent Ah ouais, ouais, ouais. aussi... Oui, tout à fait. D'accord, C'est ok. pour ça qu'il faut revoir votre feuille d'impôt tous les ans pour vérifier. Merci. Bon, merci à tous et à toutes. Et puis, et venez nous rencontrer, on vous répondra.